Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Aude, Tim et Luca, les fondateurs de Upgreen Recycling. Leur objectif ? Augmenter le taux de collecte des déchets organiques en Suisse. C'est ainsi qu'est née Mint, une poubelle à compost innovante qui permet l'élimination des mauvaises odeurs liées à la décomposition des déchets. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir cet épisode. Bonjour à tous les trois, bienvenue sur Instant Cactus. Bon, je crois qu'on va commencer par les présentations, peut-être. Qui êtes-vous ? Quels ont été vos parcours respectifs et puis comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Ah, c'est à moi qu'on lance un peu de choses ? Très bien. C'est toi qui commences. Tim Coutret, 30 ans, ingénieur de formation. Aude, 27 ans, pas ingénieur de formation, moi c'est plutôt le marketing. Et Luca, 28 ans, aussi ingénieur de formation, mais surtout designer à mes heures perdues. Joli. Et vous êtes rencontrés comment du coup ? Au master InnoKick. Ouais, en fait, on a fait tous ensemble le même master, qui est un master à Renan, un master HES, InnoKick, comme il se prénomme. et donc, en fait, c'est un master pluridisciplinaire, donc ça nous permet de rencontrer un peu d'autres personnes, d'autres formations, et puis c'est aussi de là que le projet a éclos. Et justement, passion déchets, comment est-ce que vous avez eu l'idée de... L'amour des déchets, je dirais. L'amour des déchets. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de la petite poubelle Mint du coup ? Bon, en fait, finalement, ça devient depuis tout jeune. On a tout le temps cette passion et me traîner dans les ordures. Non, finalement, en fait, l'idée, c'était vraiment, en fait, suite à un constat. On arrive, on triait un peu, justement, dans le cadre du master, on avait une colocation, on triait un peu nos déchets, tant bien que mal. Et puis, avec beaucoup de mal pour les déchets organiques, à cause des odeurs, tout ça, du dégoût qui émanait. Puis, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour pallier à cette problématique-là ? Et du coup, c'est quoi la petite poubelle Mint ? Enfin, qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres poubelles, on va dire, plus tradies ? En quoi elle révolutionne finalement ? Exactement. En quoi c'est une innovation disruptive ? Finalement, dans cette poubelle, on a pris un peu le contre-pied des autres poubelles à déchets organiques qui ne présentaient finalement aucune particularité ou qui avaient une espèce de petit filtre qui limitait les odeurs. Elles avaient une particularité, elles puaient. Elle puait, oui. C'est vrai que ça, c'était une belle preuve d'authenticité des poubelles vertes. Un trait caractéristique même. Et puis finalement, dans la nôtre, on a mis une technologie de mise sous vide. Et puis en fait, le fait de mettre sous vide les déchets organiques va ralentir leur décomposition. Et du coup, en ralentissant la décomposition, on évite tout ce qui est finalement la prolifération de bactéries, de moisissures. Et puis on vient limiter donc la décomposition pour éviter les odeurs, les moucherons et bien sûr, pire, le jus qui coule dans la cuisine. Pire, on connaît bien, je connais bien. Ça a inspiré quand même d'un système qui nous tient particulièrement à cœur, qui permet de conserver le vin. Non, et question d'ailleurs personnelle, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces poubelles ? Parce que moi j'y mets mes os de poulet, est-ce que c'est juste ou pas ? Alors ça, en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Non, concrètement, c'est assez difficile de répondre parce que ça va dépendre de chaque commune. Donc par exemple, ici sur le canton de Genève, en grande majorité, on peut mettre tous les déchets parce que ça va en fait être traité dans un méthaniseur. Donc ça va être un gros digesteur qui va digérer tout ce qui est organique. Tous les déchets organiques. Tous les déchets organiques. Je précise. Les piles ne sont pas tolérées dans la poubelle. Voilà. Effectivement, oui, on se Surtout permettra de noter. Ni le plastique, qui se retrouve d'ailleurs un petit peu trop dedans. Et du coup, là, on peut mettre les déchets cuits, on peut mettre les déchets carnés. Okay. Par contre, d'autres communes, par exemple, prendront que les déchets verts de jardin, déchets dits secs. Là, ça va aller en compote. Donc là, on peut même pas mettre les agrumes, par exemple. Okay. Donc ça va toujours dépendre un peu de la manière dont les déchets sont gérés dans la commune. Ouais. Et du coup, indirectement, ça va dépendre de la taille de la commune. Et c'est vrai qu'une commune avec beaucoup de jardins aura une façon différente de traiter les déchets verts plutôt qu'une commune, une ville comme Genève. Ok, j'apprends plein de trucs.
Ça dépend vraiment finalement de l'endroit de revalorisation des déchets. C'est-à-dire que s'il y a un digesteur, alors à ce moment-là, on va avoir effectivement tous les déchets carnés, même les agrumes et tout ça, alors que d'autres communes, typiquement un peu de plus petite taille dans le canton de Vaud, typiquement ne prennent pas ces déchets issus des agrumes et tout ça, parce qu'ils ont du mal à se décomposer. Ils ont aussi souvent pas mal de pesticides, donc ils préfèrent les écarter d'un système de compost de cuisine. Donc ça, c'est vraiment une gestion qui se fait de manière communale. Parce que, au sens large, on va dire en Suisse, c'est comment les filières de recyclage. Enfin, il y a la revalorisation est la même partout ou pas forcément? Non, ça dépend de chaque... C'est les cantons généralement qui mettent en place leur structure, parfois les communes. Donc ça dépend... Au cas par cas. En fait, ce qu'il faut vraiment identifier, c'est que c'est géré par commune. Du coup, la commune, elle paye un transporteur qui vient chercher les déchets, dans les 400 francs par tonne, enfin ça va toujours dépendre un petit peu de la commune. Donc elle paye quelqu'un qui vient chercher les déchets, et après elle paye pour traiter ces déchets. Donc par exemple, ça va coûter 270 francs à l'incinération par tonne, 110 francs dans un méthaniseur, 80 francs au compost. Et en fait, eux, par rapport au budget de la commune, ils vont dire, ok, combien de transporteurs, quelle est la distance à parcourir, où est-ce qu'il y a une infrastructure, et du coup, combien ça va nous coûter, et c'est comme ça que sont faits un peu les choix. Après, il y a des cantons comme sur le Code 4 Genève où le canton met des méthaniseurs et c'est les services industriels et des sociétés du domaine qui mettent ces installations pour traiter ces déchets. Et dans certains cas, c'est plutôt des installations privées. Canton de Vaud, il y a des méthaniseurs qui sont privés. Et en fait, voilà, donc il y a d'un côté des systèmes de traitement privés et d'autres qui sont publics. Et ça, une fois de plus, ça va toujours dépendre d'abord du canton et des communes. Ok, super intéressant, merci. Super complexe aussi. Oui, on a acheté les déchets pour les nuls en fait. on a tout pris là-dedans. Le tome 2. Oui, pour revenir un petit peu à votre business, puisque c'en est un au final, comment est-ce que vous êtes répartis les rôles dans l'équipe? Donc vous êtes rencontrés, vous avez eu l'idée après de mauvaises expériences personnelles, on va dire ça comme ça. Concrètement, comment vous êtes mis à travailler en fait? Assez simplement, je leur ai tout donné à faire. D'ailleurs, là, on voit pas ma tête, mais... Plein d'échymoses, je tiens à le dire. Ouais, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Je dirais qu'on a tous un peu des compétences complémentaires. C'est ce qui fait aussi qu'on avance comme ça ensemble. Luca, qui était initialement plutôt ingénieur, s'est trouvé... une passion et un talent pour tout ce qui est design. Donc, un talent, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça fait le job. Puis Luca a aussi une facilité d'apprendre en autodidacte qui est très incroyable. T'as vu comme je te... Ouais, merci. Je passerai plus là pour ça. Et Tim, c'est très très axé ingénierie et idées... Idées foisonnantes. Ah, tout de suite, on trouve pas les qualificatifs. Ouais. Tim, on dirait qu'il évolue un peu sur la Lune, je dirais. Mais c'est la prochaine, la V2 d'ailleurs du reste. Oui, c'est là-bas qu'on voulait. C'est là-bas qu'elle a été. Mettre mine sur la Lune. Ouais. C'est d'ailleurs de là que nous vient l'idée du vide. Ouais. Non, mais c'est vrai que après le master, on a commencé à travailler dessus un peu de manière, avec nos différents jobs à côté. Et puis au fur et à mesure, on y a consacré de plus en plus de temps. Et puis c'est là qu'assez rapide, assez naturellement, on s'est tous répartis. En fait, on sait tout de suite ce qu'on est en mesure de faire le plus facilement et qui est le plus efficace. Faut pas demander à Tim et moi d'écrire 3 lignes correctement, par exemple. Chacun ses forces. Voilà. Mais Aude à la rescousse. Et là où il faut pas me demander de faire la conceptualisation de la poubelle. La conception. C'est pour ça qu'on lui a pas donné à faire. Éventuellement, la conceptualisation, ça peut, mais... Peut-être, éventuellement, encore. Il déteigne sur moi. Parce que du coup, concrètement, vous avez l'idée, puis quand on se lève un matin, puis on se dit, je vais faire une poubelle innovante, vous avez commencé par où? À dessiner, à réfléchir au concept, Finalement, ça s'est fait d'une manière, on va dire, relativement académique. C'est-à-dire qu'on a commencé par évaluer notre idée sur le marché. Donc ça a été beaucoup d'études, des retours des utilisateurs et tout ça, pour finalement valider le concept, pouvoir un peu évaluer son intérêt dans le commerce. Et puis après, une fois qu'on a pu valider ça, montrer qu'il y avait un engouement, éventuellement un marché par rapport à ça, après il a fallu faire la conceptualisation du produit.
du projet en lui-même. Et puis de nouveau, on avait une démarche qui était assez centrée utilisateur, c'est-à-dire que l'idée c'était d'aller assez vite sur le terrain avec une idée, de pouvoir la proposer, d'avoir le maximum de feedback pour pouvoir orienter le projet. À la suite de ça, là, on peut pas le voir derrière parce qu'il y a pas d'image, mais on voit en tout cas 3 grandes étapes phares du projet, 3 grands prototypes finalement qui ont été testés. Puis c'est chaque fois le retour, les études qui nous ont permis finalement d'orienter le projet sur ce qu'il est maintenant. Et les prototypes, vous les faites, alors j'imagine pas vous-même, vous les faites faire? Alors les premiers, on les a fait nous-mêmes. Il y avait beaucoup d'huile de coude là-dedans. Non, alors en fait ça s'est fait avec des méthodes de prototypage, impression 3D. C'est vrai que les premiers, toujours un peu dans cette idée un peu de tester au plus vite l'idée, on a fait ça de cette manière-là, donc avec des finitions qui n'étaient pas forcément des plus optimum, mais c'est pas ce qu'on cherchait derrière. Et puis au fur et à mesure, on a dû avoir vraiment des fonctions mécaniques qui découlaient de ces prototypes. Là, on a commencé à les faire, ouais. Ok. J'imagine, ouais, vous avez fait plusieurs itérations, je le vois là, mais du coup, il y a quoi comme gros problème auquel vous vous êtes heurté, vous vous êtes dit en fait ça joue pas, il faut qu'on change et qu'on adapte? En fait, par exemple, là on voit la première poubelle qui ressemble un peu à une radio d'avant-guerre ou d'après-guerre, je sais jamais. Disons que c'est un design qui peut plaire à beaucoup de personnes, mais qui est très tranché, donc qui va pas forcément plaire à tout le monde. Et aussi la communication que ce produit montrait, si on montrait ça à quelqu'un, on pouvait pas forcément imaginer du premier abord que c'est une poubelle à déchets organiques. J'avoue que je pensais à une glacière spontanément. Je sais pas pourquoi, une glacière, ça dépend toujours. Il y a les radios amateurs ou ceux qui aiment bien les glaces, ça va tout. Voilà, tout le monde y fait. Après, c'est les connexions qui connaît. Et en fait, puis outre ça, il y avait aussi le prix, une évaluation assez rapide du prix de production. On savait que ça allait pas matcher, donc fallait vraiment revoir le design. Donc là, on est reparti à zéro sur une autre version un peu arrondie, qui est vraiment très épurée, très simplifiée. On a divisé par 10 ou 20 le nombre de pièces à l'intérieur pour que ce soit plus que ça matche avec plus de gens, que les gens apprécient ce design et aussi que ce soit réaliste en termes de coût de production. Et puis c'est vrai que les gens ont adoré cette version-là. On a eu une belle visibilité avec celle-ci et on a pu assez rapidement identifier que la forme allait pas. Okay. Je pense qu'on s'est tous un peu imaginé quand on était petits à essayer de mettre des ronds dans des carrés. Ça matche pas trop et puis du coup voilà, on a dû en fait garder un petit peu ce design qui a vraiment bien marché et ajuster un petit peu la forme pour que ça puisse plus matcher avec les espaces de cuisine, les plans de travail, pour qu'on puisse la mettre dans un coin. Et c'est pour ça qu'on est arrivé sur ce troisième design qui fait son petit effet, disons. Ouais, effectivement. Je me réjouis de l'avoir chez moi. Et du coup, pour l'industrialisation, vous avez fait comment? Enfin, comment vous contactez les entreprises qui vous produisent? Alors là, on a eu la chance pour l'industrialisation finalement de collaborer aussi avec une autre jeune entreprise qui est VF Ingénierie et qui nous aide un peu, qui nous conseille dans toute cette démarche justement de trouver les partenaires de production adéquats en fonction des cahiers des charges que nous on rédige. Et puis c'est vraiment cette collaboration qui a permis finalement de pouvoir optimiser les pièces, optimiser le design, de faire que tout puisse être injectable avec des prix qui soient suffisamment compétitifs pour que le prix de la poubelle finale ne soit pas finalement un frein à son achat. Ce qui était quand même une des grandes problématiques de départ. Hein. C'est pour ça que le design a évolué par rapport à ça, pour avoir une segmentation marché qui soit la plus importante possible. Et puis pour ça, on s'est bien fait épauler. Ouais. Justement, en termes d'accompagnement, au-delà de ça, vous faites... je ne vais pas préciser qu'on enregistrait dans les locaux de Pulse Incubateur, mais vous faites accompagner autrement, sinon? Alors, on est aussi accompagné par Genilem. Suite, en fait, on était lauréat du prix Genilem HESSO en 2018. En 2018, fin 2018, novembre 2018. Et donc, nous, on a un accompagnement de 3 ans avec Genilem, avec Pascal, le grand frère, comme on aime bien l'appeler, et donc qui nous accompagne vraiment sur toute la notion un peu commerciale du projet. Et puis après, à Pulse, on accède aussi à un certain nombre de services, de coach en fonction des besoins. Mais c'est vrai que là, nous, le gros besoin à l'heure actuelle était vraiment d'un côté commercial avec Genilem et de l'autre côté toute l'industrialisation avec VF Ingénierie, quoi.
parler un peu de finance. Vous disiez avant que vous aviez un job au début. Là, actuellement, vous continuez à travailler en parallèle. On a tous encore un travail en parallèle, à maximum 80%. Ce qui ne nous empêche pas de nous consacrer à 100% au projet. Exactement. J'allais dire comment vous arrivez à vous organiser entre tout. Enfin, vous êtes 3 quand même, il faut coordonner 3 personnes. Je sais pas si on peut appeler ça de l'organisation. Je sais pas si on subit le temps ou si on est si on est organisé, le temps nous subit. ou le temps nous subit, voilà. Plutôt que d'être proactif, je dirais qu'on a une excellente réactivité quand il faut. Ce qui est important aussi, hein, tu me diras. C'est ça. Les méthodes agiles. Non, pour le moment, il faut vous garder quand même un pied dans le salariat. Ouais. Oui. Non, puis c'est ce qui nous a permis, en grande partie de pouvoir en fait financer une grande partie du projet, de pouvoir vivre simplement, parce que voilà, il y a beaucoup de coûts pour industrialiser un produit comme ça, pour le commercialiser, et puis disons que c'est ces jobs qui nous permettent de vivre et puis qui nous évitent de sombrer aussi tout au fond de notre poubelle. Absolument. Et dans l'alcoolisme, c'était une plus jolie image. Alors ça aussi. Mais du coup, pour financer le projet ou de vos économies personnelles, je crois qu'il y a eu les sujets qui ont été impliqués. Ouais, alors on a fait une campagne de financement participatif. Donc c'est pas les CIG qui nous ont financé directement, hein, c'est les CIG qui ont eu la bonne idée en fait de mettre d'avoir la plateforme, de créer cette plateforme SIG Impact pour aider les projets, soutenir les projets qui vont dans le sens du développement durable, de l'efficience énergétique. Donc c'est vraiment lié au programme Eco 21. Et donc on a rencontré Jean-Marc Sgragan qui gère la plateforme en fait lors du prix IDEA. Et puis on a vraiment en fait on avait le choix de un certain nombre de plateformes à utiliser en Suisse, enfin même en Suisse, en Europe ou dans le monde, les plateformes de financement participatif foisonnent, si on pourrait le dire. Et puis avec eux, en fait, il y en avait un vrai accompagnement. Donc, c'était pas juste une plateforme sur laquelle on faisait notre financement participatif. C'était une plateforme derrière laquelle il y avait une équipe. Jean-Marc, au même titre que nous, des SIG, n'a pas beaucoup dormi pendant ce mois de campagne. On avait été aussi accompagné par Clarisse Coeur qui nous aidait un peu sur tout l'aspect communication, qui nous aidait un peu à sortir de la tête du guidon. Et donc voilà, on a fait cette campagne de financement participatif sur SIG Impact qui a bien fonctionné. Très bien fonctionné. Très bien fonctionné. Plus que nos espérances, plus que dans nos rêves les plus fous. C'était à quel moment entre le moment où vous avez eu l'idée et puis on va dire maintenant, c'était assez tôt ou bien c'était... En fait, c'était juste un petit peu avant l'industrialisation du produit. En fait, on a fait une série de concours et tout ça qui nous ont permis un peu de valider le projet dans sa globalité. On a réussi à faire un design. Puis maintenant, c'était, on va dire, finalement, outre un financement pour permettre la première production, c'était aussi un peu notre ultime test de marché. Finalement, si ça marchait, ça mesurait d'une manière plus qu'efficiente le projet en lui-même, le produit. Et puis c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, c'était finalement arrivé assez tard dans le processus. On va dire que là, on a mis à peu près 3 ans maintenant pour faire cette poubelle. Et puis ça arrive à peu près aux 2 tiers. Dans l'idée, dès le départ du projet, on savait qu'on allait faire un financement participatif. Donc on avait toujours un petit peu ça en tête. Après, c'est vrai que généralement, c'est un petit peu avant l'industrialisation qu'on se dit faut y aller. Et surtout parce qu'il fallait avoir les fonds pour le faire. Mais c'est vrai que dans certains types de projets, c'est vraiment un super outil, le financement participatif. Et vous l'avez beaucoup préparé en amont? Vous avez fait des spots vidéo, il y a une grosse campagne pour la campagne, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de préparation en amont pour savoir comment... C'est aussi beaucoup de stratégie de faire une campagne comme ça. Donc on s'est préparé plusieurs mois en avance. Par contre, pendant la campagne, il faut réagir aux réactions des gens finalement, voir comment ça se passe. Et puis là, à ce moment-là, les vidéos, elles étaient tournées. Tim et Lucas tournaient, Lucas finissait le montage pendant la nuit. Et là, on a eu la chance que moi, j'étais aux États-Unis. Donc du coup, avec le décalage horaire, on pouvait travailler 24 heures sur 24. Absolument optimal. C'est ça, ouais. Et, d'ailleurs, ça se voit sur les vidéos que les cernes augmentent à mesure que le financement avance. Et parce que plus le financement avançait, plus on faisait de vidéos, mais aussi plus elles étaient courtes. Évidemment, on optimise. Mais ça permet aussi de créer un lien avec la communauté grâce à ces vidéos. On a vraiment... les gens, on avait un échange incroyable avec les gens, ils nous soutenaient, ils commentaient, ils partageaient.
Enfin, c'était vraiment un engouement incroyable autour de cette campagne. Et ça aussi, c'est parce qu'on l'a fait avec SIG Impact et que ça avait quand même un certain ancrage local et que il y avait quand même... C'est vrai que ça a aidé à fédérer cette communauté. Et cet engouement, vous arrivez à le faire vivre là depuis tout ce temps ? Du coup, c'était quand ? Vous avez dit le... C'était il y a une année. Presque il y a une année. Et là, vous arrivez à le faire vivre avec les réseaux sociaux et puis faire suivre un petit peu le projet, ou c'est compliqué, j'imagine ? C'est ce qu'on s'efforce de faire. Tant bien que mal. C'est vrai qu'on a notre communauté qui nous suit beaucoup et qui continue de réagir sur les réseaux sociaux. On a cette communauté qui est là. Après, c'est vrai que on se concentre pour le moment sur le fait de livrer Mint aux gens qui l'ont acheté et peut-être un peu moins sur la communication parce que le but c'est d'amener un produit finalement de qualité et puis dans les temps. Donc c'est vrai que mais la communauté est là et puis on arrive encore à... C'est sûr qu'on est moins actif que pendant la campagne parce que là c'était un niveau assez impressionnant, enfin tout ce qu'il fallait faire au niveau en termes de com. Là, maintenant, on se concentre vraiment sur ce qui est important. C'est vrai qu'on a été retardé un petit peu avec la situation sanitaire qu'on connaît tous, ce qui a du coup forcément un peu retardé le projet, mais qui a mis un certain nombre de bâtons dans les roues. Donc ça nécessite maintenant beaucoup d'énergie. Il y a vraiment quasiment tout qui va maintenant dans la production et tous les aléas qui sont autour pour qu'on arrive à vraiment livrer ces poubelles au plus vite. S'il n'y a pas de problème, si la situation sanitaire aussi ne s'aggrave pas plus, parce qu'on peut être aussi assez vite impacté à ce niveau-là, on devrait les avoir à la fin de l'année. Génial, ok. Et puis à l'avenir, si je veux acheter une deuxième poubelle Mint, je pourrais l'acheter où ? Alors, on peut déjà la précommander sur le site web. Il y a toujours cette possibilité d'en précommander sur le site web. C'est pour nous assez important, puis ça nous permet de nous soutenir dans tous les autres aléas de la production. Surtout en Europe, les coûts augmentent vite. Et donc, il ne faut pas hésiter. C'est le seul endroit où il y a la possibilité d'avoir une poubelle qui ne manque pas d'air. Et à quel prix du coup ? Elle est au prix de 55 francs pour le moment sur notre site web au lieu de 59. Donc, faut l'acheter maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant et après. Toujours, c'est tout. Et du coup, le prix, tu disais, s'explique par le fait que vous faites produire en Europe, c'est ça ? Principalement ? Enfin, c'est vos coûts de production au final qui sont élevés ? Disons que... Et puis vous espérez en vivre, j'espère bien. Alors voilà. Déjà, non, on essaye d'en vivre, on devrait en vivre, on espère. En fait, l'Europe, c'est toujours difficile parce qu'il y a des choses qui sont plus avantageuses et d'autres qui le sont moins. C'est difficile de faire une analyse juste sur le prix noir ou blanc. Il y a quand même beaucoup d'avantages, surtout là, à faire en Europe. C'est la proximité, le temps, livraison, les poubelles, elles restent pas 2 mois dans un bateau à faire 3 fois le tour du monde. Donc il y avait une certaine proximité, un meilleur contrôle aussi de la qualité. Là on travaille avec une entreprise familiale avec qui on a un contact, qui sont experts dans leur domaine, qui font eux-mêmes tous les moules. Donc on a vraiment trouvé en fait une entreprise qui était vraiment, qui faisait des bonnes pièces, qui faisait déjà de la qualité pour des grosses marques. Qui sont un peu connus en Suisse pour faire de l'électroménager et bien d'autres choses. Et puis il y a aussi quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était l'aspect éthique et puis écologique. On a un produit qui est complètement dans cette lignée, qui se veut être durable, un maximum local. Ça faisait complètement pas sens d'aller faire une poubelle qui soit à l'autre bout du monde pour pouvoir la ramener ici pour essayer de gagner un peu plus d'argent. C'est pas du tout l'idée. Et surtout qu'on n'en aurait pas gagné beaucoup plus parce que malgré tout, les frais, tous les frais qui sont rajoutés, c'est pas toujours avantageux selon le type de produit. Ok, super. Je sais pas s'il y a autre chose que vous voulez ajouter que j'ai loupé, mais... Nous, si on devrait rajouter quelque chose, c'est que les gens, faut pas qu'ils hésitent à aller sur up-green.ch. Les gens qui nous connaissent sachent qu'on ne perd jamais une bonne occasion de parler de notre projet. Ça, c'était la phrase favorite pendant la campagne de financement participatif. Donc voilà, si les gens veulent avoir une technologie... qui ne manque pas d'air. À couper le souffle. Et qui veulent se rendre poubelle la vie. Voilà. Et surtout si les mouchons vous gonflent. Surtout qu'ils n'hésitent pas à partager sur les réseaux sociaux. Absolument. Et à partager cet épisode quand il sera diffusé. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On arrive ainsi à la fin de cet épisode.
J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Aude, Tim et Luca pour votre participation. Vous pouvez découvrir et précommander votre poubelle Mint en allant sur le site up-green.ch. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.